仕方ねえな。遊んでやるか。ザル？やっ！約束の土下座が残っただろう。歓喜かと言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。あらかた君が才能を持つ。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 11 de la saison 5 de Kingdom. Alors pour être honnête, je n'avais pas prévu de faire de review de cet épisode parce que je pensais que je n'aurais pas forcément le temps de le voir. J'avais plusieurs choses, on va dire, plusieurs petites affaires à régler. Et au final, j'ai eu le temps de regarder cet épisode et au final, je n'ai pas été déçu parce que je pensais, à juste titre, que l'épisode 10 serait plus fourni que l'épisode 11, car l'épisode 11 mettait en avant, on va dire, le problème BA, un peu dans l'unité Ishin. Mais l'animé a mis en exergue, a mis en perspective des éléments qui ne sont pas nouveaux, mais que je souhaite porter à votre connaissance, et c'est pour ça que je pense sincèrement que cette analyse de l'épisode 11 sera, selon moi, plus intéressante que l'analyse de l'épisode 10. Alors, les frérots, on reprend donc sur la confrontation unité Ishin versus armée de Kanki, qui sera bien évidemment gagnée par Kanki. Kanki va répondre à la phrase de Shin. Shin avait fini son épisode en disant « Oui, voilà, on n'arrivera pas à unifier la Chine comme ça, etc. » Et Kanki lui a très bien répondu, en fait, en lui expliquant, en lui disant « Non, mais en fait, toi, tu es très dangereux. Tu es très dangereux parce que, en fait, tu viens avec des idéaux, des belles phrases, mais en fait, tu viens faire une éradication. Enfin, voilà, au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu es en train de faire. Donc, ne pense pas que cette unification de force sera bien perçue par les autres peuples. Tu vas juste tuer des gens, il y aura du pillage, il y aura... Bref, ça va être le bordel, ni plus ni moins. Et il y aura des millions de morts. Donc, au final, qu'est-ce que tu racontes? Tu es très dangereux, les gens comme toi sont très dangereux. Et Kanki n'a pas tort dans l'esprit kankien, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelqu'un qui vient en face de toi et qui dit « Oui, je viens apporter la paix, je suis là pour unifier les peuples, etc. » et derrière, qui engendre des millions de morts, oui, il fait peur. Il fait très peur. Quelqu'un qui vient qui dit « Je suis un tortionnaire, je suis un tyran, je suis voilà, un roi de ouf qui vient pour tuer tout le monde et qui assume au final ce qu'il fait », j'ai envie de dire, lui, il est moins dangereux parce qu'au moins, il affiche la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le cas de Heisei, bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que Kanki, on va dire dans une position telle que la sienne, à savoir général de Kin, il sait ce qu'il fait. En plus, nous, on connaît un petit peu son histoire. Quelqu'un qui vient et qui lui raconte ce genre de choses, pour lui, oui, et il le pense, et je pense que d'une certaine façon, ça peut se justifier, ça peut se débattre. Effectivement, Kanki dit « tu es dangereux », ce que j'ai appelé la Kanki Reality, en fait. Bon, Kanki ramène à la réalité, d'une certaine façon. Et vous verrez que même lors de ces diverses interactions avec Sei, Kanki revient toujours à la réalité. En fait, Kanki est très pragmatique, hein, d'une certaine façon. Mais bref, on prend donc la mort de Keisha, du moins l'unité Ishin informe que Keisha est mort, ils sont assez surpris d'ailleurs, donc en vrai, Kanki se dit « Ok, c'est impressionnant, mais ça ne change pas mes plans. » En vrai, parce que c'est vrai qu'il ne prenait même pas Keisha en compte dans ses plans. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est impressionnant certes, mais au final, on te montre que ce n'est pas le fait d'armes le plus incroyable de cette bataille. Alors, attention, j'ai envie de dire, sur le papier, c'est le plus gros fait d'armes parce que c'était le généralissime. Mais lorsque tu rentres dans le micro de la bataille, on s'aperçoit qu'il y a Kizui, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres choses. Et Kanki le sait, ça. Donc en fait, Kanki sait qu'ils n'ont pas encore coupé la réelle tête. Il le sait parce qu'il connaît maintenant le nom de Kizui. Et donc, au final,
on va avoir une sorte de guerre psychologique entre l'unité Ishin et l'armée de Kanki, parce que tu as Kyukai qui est à deux doigts de couper la gorge de Kanki, et tu as, il me semble que c'était Denyu, qui était en train de se faire défoncer par l'armée de Kanki. Donc, au final, c'est une guerre psychologique, parce que est-ce que tu auras le courage de perdre l'un de tes camarades et trancher la gorge de Kanki? Kanki rigole, il sait très bien que non. Et Kanki les met dos au mur. Ils sont dos au mur, c'est-à-dire que vous êtes venus jusque-là, ok, maintenant il faut assumer. Il faut assumer, est-ce que vous allez être capable d'aller jusqu'au bout? Et non, vous ne serez pas capable. Et il le dit, de toute façon, tous les villages ont été brûlés, donc qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous venez faire là, en fait? En fait, ils se sont affichés. Ils se sont affichés face à Kanki, on peut se le dire. On peut se le dire parce que, très clairement, Kanki les a ridiculisés à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous êtes venus, la seule chose que vous avez fait, c'est du bruit. Parce qu'au final, on a déjà brûlé tous les villages, ok, avec les villageois au passage, donc tout a déjà été fait. Donc quand tu nous dis ouais vous arrêtez, bon, on a déjà fini, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, Kanki dit de toute façon on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer, qu'est-ce que vous allez faire? Kanki, en termes de guerre psychologique, de toute façon n'a pas d'égal dans Kingdom. Il n'y a personne dans Kingdom qui a réussi à déstabiliser Kanki psychologiquement. Très clairement, c'est le plus puissant personnage à ce niveau-là. On peut parler en stratégie de Riboku, de Uzen, etc. En force, on peut parler de Mubu, de Kanmei, de Uken, de tout ce que tu veux, ok. Mais en termes de guerre psychologique, on parle de Kanki. Et c'est lui le numéro 1. Il n'a pas d'égal, très clairement. Et là, encore une fois, il vient de le prouver, ok. Mais cette scène met en exergue un élément, selon moi, très important dans cette guerre, mais également dans l'univers Kingdom. Et c'est là où l'analyse est intéressante pour moi. Dans Kingdom, comme vous le savez, on oppose les idéaux. Ce sont les idéaux qui combattent. Moi, je viens unifier la Chine, toi, tu défends ton territoire, tu défends ton pays, tu défends ta famille, etc. Voilà, on oppose des idéologies. Voilà, tu penses que l'unification, c'est quelque chose de bon pour la Chine, moi, je ne le pense pas, donc on s'oppose. C'est un peu ça dans Kingdom. Je le dis, dans One Piece, on oppose les rêves, dans Kingdom, on oppose les idéaux. C'est un peu comme ça. Et là, on a une autre opposition, en fait, qui est, selon moi, importante dans tout l'univers Kingdom. En fait, on a l'opposition du pragmatisme et de la violence, de la guerre, d'accord, qui est représentée par Kanki, et on a à côté l'idéaliste qu'est Shin. Et en fait, les deux représentent, selon moi, la guerre en elle-même. C'est-à-dire que la guerre, c'est quelque chose de très violent, et il faut être pragmatique. Pour pouvoir faire une guerre, pour mener une guerre, il faut vraiment se dire, bah, écoute, je n'ai pas le choix, il faut être pragmatique et il faut être violent, parce que c'est violent, bien évidemment, mais il faut aussi avoir un idéal. Tu ne fais pas une guerre juste parce que c'est violent, tu fais une guerre parce que tu as un objectif derrière. Et en fait, au final, j'ai l'impression que Hara a pris ces deux éléments-là, c'est-à-dire le pragmatisme et l'idéalisme, c'est-à-dire les deux éléments les plus importants dans une guerre, il les a divisés en deux, et l'une partie est représentée par Shin et l'autre partie est représentée par Kanki. Alors je pourrais dire que Shin représente Sei également, ok, mais il y a plein d'autres personnages qui représentent ça. Je prends l'exemple de Gaimu. Gaimu, selon moi, c'est l'un des généraux les plus pragmatiques de Kingdom. Eh bien, lui aussi, selon moi, vient s'opposer à l'idéalisme de la guerre. Il vient s'opposer aux idéologues tels que Sei, tels que Uki, tels que Renpa. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne les affronte pas. Ou du moins, c'était eux qui ne voulaient pas l'affronter. Parce que dans la mesure où il n'est pas dans le même univers, il ne regarde pas la guerre sous le même prisme, eh bien, il ne l'intéresse pas, car lui ne voit pas en la guerre quelque chose de, on va dire, de bon, quelque chose qui peut mener à ton idéal ou qui peut te faire monter ou je sais pas quoi. Non, il voit pas ça. Lui, il voit juste, dans la guerre, on est là, on se tape, on se met sur la gueule et ça me fait plaisir parce que c'est moi le plus fort. Voilà ce que Gaimu pense, grosso modo, bien évidemment. Mais c'est intéressant parce que là, c'est vraiment marqué par la réponse de Kanki. C'est-à-dire que Shin, lui parle d'un truc, oui, mais voilà, on n'y arrivera jamais si on agit comme ça, etc. Bref, c'est une abondance de bons sentiments. Et Kanki, lui, dit, non, t'inquiète, là, la seule chose qu'on est en train de faire, c'est un bain de sang. Hein. Je te le dis. Hein. Et moi, je fais un bain de sang, toi aussi, tu fais un bain de sang, ton roi, il fait un bain de sang. Arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as d'un côté quelqu'un qui parle avec des rêves, et tu as un autre qui parle de la réalité, ni plus ni moins. Mais les deux représentent la guerre. Et finalement, lequel des deux a raison? Et c'est la fin de Kingdom qui nous donnera cette réponse. Parce que c'est peut-être une question aussi fil rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Si Sei réussit son rêve d'unification, eh bien, il apporte la paix en Chine, eh bien, on pourra dire que le rêveur a réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Le rêveur a prouvé qu'il avait raison, a prouvé que son rêve était le bon et que sa solution était la bonne. Mais s'il n'y arrive pas,
Si Sei n'arrive pas à unifier la Chine et n'arrive pas à arrêter les guerres, est-ce que à ce moment-là, c'est le camp de Kanki, de Gaimou, etc. qui aura gagné? Je vous pose la question, répondez-moi en zone commentaire, les frérots. Donc, cette violence, ce pragmatisme qui s'oppose à cet idéalisme, si vous préférez, ça met aussi en avant une chose. Ça met aussi en avant le type de leader qu'est Shin et le type de leader qu'est Kanki. Pourquoi ça met en avant ces deux choses-là? Parce que Kanki, étant quelqu'un de très pragmatique, ne peut pas être un leader qui va faire rêver toute son armée. Attention les frérots, quand je dis qu'il ne fait pas rêver toute son armée, je parle de l'intégralité de l'armée. Il y a un petit groupe de lieutenants qui est autour de Kanki, et eux, effectivement, ils rêvent. Kanki les fait rêver. Kanki leur dit juste accompagnez-moi, tout va bien se passer, et ils sont là, tous en train de kiffer, ok? Mais tout le reste de l'armée n'est pas sous l'admiration de Kanki. Il l'abandonne à la première occasion venue. La guerre contre Koshu, voilà, vous allez comprendre très vite. Kanki a très souvent des déserteurs dans son armée. Ils ne sont pas tous fidèles à Kanki. Il y a un petit groupe qui est très fidèle à Kanki, mais le reste de l'armée ne sont pas fidèles, un truc de ouf, à Kanki. Ils se cassent dès qu'il y a un problème, très clairement. Et j'ai même envie de te dire que Kanki les tient grâce à l'argent et grâce au butin et grâce à ce qu'il leur promet lorsqu'ils gagnent des guerres. Il dit voilà, moi je vais gagner des guerres. Ok, une fois qu'on gagne la guerre, vous pourrez vous servir, vous pourrez voler, vous pourrez piller, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Kanki, d'une certaine façon, c'est un leader qui tient son armée par deux éléments. Il va tenir la grosse partie de son armée par l'argent, et l'autre, une petite partie de son armée par son charisme. Parce qu'il a du charisme, ok? Ils vont le suivre. Ce qui est radicalement différent de Shin. Shin, lui, tient son armée uniquement par son charisme et par son rêve, par ce qu'il est. Ils se battent pour Kanki. L'intégralité de l'unité Ishin se bat pour Shin. Ce n'est pas le cas de Kanki. L'intégralité de l'armée ne se bat pas pour Kanki. Il y en a qui se battent pour Kanki, oui, mais il y en a qui se battent pour l'argent. Et c'est pour ça que les deux leaders sont différents. C'est un leadership qui est différent. Et c'est important également de le mettre en avant dans cette vidéo. Parce que la forme que prend le leader, le général dans Kingdom, c'est quelque chose de très intéressant. Comment Mubu mène ses troupes? Comment Riboku mène ses troupes? Comment Shin mène ses troupes? Comment Kanki mène ses troupes? En fait, tous ces généraux ont une façon différente de mener leurs troupes. Mubu, on l'a très bien vu à la coalition. Il parle de lui, tout le monde le suit. C'est ça, Mubu. Hein. C'est je parle de moi, je suis tellement fort que si vous êtes à côté de moi, vous êtes vous aussi les plus forts. Donc tout le monde se croit fort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il parle de lui, en soi. C'est comme ça qu'il mène ses troupes. Shin, c'est différent. Suivez-moi, on va créer quelque chose de nouveau, on va montrer qu'on est capable de faire la guerre sans pour autant tuer plus que nécessaire, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre style de leadership. Donc, on est sur le problème BA. BA a volé un petit bracelet. Oh mon dieu, BA, tout de suite il est viré de l'unité Shin. C'était un peu violent de la part de Shin de faire ça très clairement, mais en même temps, il vient de s'afficher. On apprend aussi que les villageois donnaient des informations à l'armée, etc. Donc au final, leur petite rébellion s'arrête. J'ai même envie de dire que BA sauve un peu la face. Enfin, sauve un peu la face. Au final, il vient montrer que l'unité Ishin, dans l'unité Ishin, il y a aussi des personnes qui peuvent voler. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Bon, Shin retrouve BA et il raconte une histoire qui est très intéressante et qui mériterait même, ça pourrait même mériter une vidéo complète en fait, cette histoire. On va me dire, bah attends, t'es fou, un petit truc comme ça mérite une histoire. Non mais c'est profond. C'est profond, hein, je le dis clairement, c'est profond ce que Shin raconte dans le fait que il était au bord de la mort, il était là, il avait faim, il a mangé et ça lui paraissait tellement bon, c'était incroyable. Par contre, le jour où il n'avait plus faim et il est reparti manger cette même nourriture, elle était dégueulasse. C'est très bien. Franchement, c'est une histoire très profonde, racontée avec une telle simplicité que c'en est, je trouve, impressionnant. C'en est impressionnant parce que, en fait, ça raconte tout le cœur de l'unité Ishin. Ça donne toutes les valeurs de la Ishin. C'est-à-dire que on ne tue pas plus que nécessaire. Ok ? On ne vole pas. On ne tue pas plus que nécessaire. Quand quelque chose, quand quelque chose, nous n'en avons pas besoin, nous ne le faisons pas. Parce que sinon, ça n'a pas la même saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Kanki, lui, des fois, va tuer, mais même pas des fois, très souvent, il va tuer plus que nécessaire. Eh bien, pour quelqu'un tel que Shin, ça n'a pas la même saveur. Tuer un soldat dans une bataille, Shin, il n'a pas de problème à le faire.
il les découpe et tout, parce que c'est nécessaire à gagner la guerre. Mais une fois que la guerre est gagnée, Shin ne va pas tuer un seul soldat, parce que ça ne sert à rien, en fait. Kanki, c'est pas pareil. Kanki, lui, c'est on a gagné la guerre, mais tous ceux qui restent, on va tous les buter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il va aller plus loin, il va aller trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il y a une vraie différence, quand même, une dichotomie entre les deux, parce que, oui, Shin n'est pas le genre de personne à se nourrir de quelque chose dont il n'a pas besoin. Et là, je ne parle pas forcément de nourriture. Je parle de nourriture mentale, physique, tout ce que vous voulez, les frérots. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant parce qu'en fait, il s'agit du cœur de l'unité Ishin, ce que je viens de vous dire. On fait ce qui est nécessaire au moment où c'est nécessaire. Et on ne fait pas plus que ce qui est demandé. Sinon, on devient ce qu'on combat. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, ça reste une belle valeur, même si, désolé, mais moi, je suis quand même, on va dire, moi je suis un peu des deux, je suis pragmatique et j'aime bien tout ce qui est idéologie, évidemment, mais je suis un peu des deux dans le sens où je ne peux pas ignorer les actions de la Ishid et les actions de Sei, donc je ne peux pas donner tort à Kanki. Je parle lorsqu'il répond à Shin en début d'épisode. Comme je ne peux pas donner tort aussi à Shin, parce que quelle est sa solution dans une Shin en guerre? Il est obligé lui-même de se battre, donc il n'a pas trop le choix. Bref, donc Shin veut devenir ce genre de un général, finalement un grand général, qui lui aura de l'honneur en fait. Il veut être un grand général qui a de l'honneur. C'est clairement ça, hein. Je schématise, hein, mais c'est très clairement ça. Donc voilà ma review pour l'épisode 11, épisode que j'ai trouvé très bon, franchement, encore une fois, j'ai trouvé très bon, et pas beaucoup d'action, tout ça, mais au final, ça met en avant quand même des thématiques fil rouge dans Kingdom, l'opposition, pragmatisme, idéologie, etc. Le cœur de l'unité Ishid aussi, le type de leadership, c'est très intéressant. Selon moi, c'est vraiment très intéressant parce que ça, on peut se dire c'est un épisode vite fait, et ben en fait non, il n'est pas vite fait. Et moi, je viens prolonger votre épisode avec une review de 16 minutes. Au passage, les frérots, alors normalement, ce dimanche, c'est la vidéo, il y a une vidéo sur le tome 69 de Kingdom, mais j'ai tourné une vidéo qui va durer très longtemps sur la confrontation Heisei versus Ryofui. Je ne saurais vous recommander vraiment doublement de la regarder, les frérots, de la partager aussi au maximum de personnes que vous connaissez qui aiment Kingdom, parce que je vais parler de tout ça. Je vais parler de tout ça et je vais aller un peu plus loin, évidemment. Je pourrais peut-être même modifier votre perspective de ce débat, qui au final n'est peut-être pas autant un débat que ce qu'on pensait, d'accord ? Mais je pourrais peut-être modifier votre perspective sans vous faire changer d'avis. Je n'ai pas la prétention de vouloir faire changer d'avis les gens, c'est pas du tout mon but. Moi, mon but, c'est de vous donner mon avis et qu'on partage, qu'on échange, et au final, qu'on arrive à se nourrir les uns les autres. C'est un peu ça, moi, mon souhait. Mais je vous dis franchement, je pense vraiment que cette vidéo va vous intéresser. Si vous aimez un peu les grandes philosophies, etc., eh bien écoutez, je pense que vous pourriez être servi dans cette vidéo qui vraiment sera intéressante. Alors elle sortira pas tout de suite parce qu'il y a encore 2 chapitres, il me semble, de Radiant qui doivent sortir, plus la vidéo du tome 69. Donc ce sera la 3e ou 4e vidéo qui sortira. Généralement, je sors une vidéo en fin de semaine et une vidéo en début de semaine. Je sais pas si j'arriverai à suivre ce rythme pendant combien de temps, on verra. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement, franchement, de vous intéresser à ce Kingdom's Fight. Et oui, ça sera le prochain Kingdom's Fight, les frérots, parce que je pense vraiment que vous pourriez vraiment être intéressés. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review longue, moyenne review, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec ce pauvre billet. Et oui, mais bon, faut qu'il arrête de voler les morts quand même, celui-là.